Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus sur les ondes de Radio KPMG. Nous sommes le mardi 4 mars 2025. Très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle édition des matinales destinée à décrypter chaque mois l'essentiel de l'actualité comptable, financière et extra-financière. Au micro, votre duo habituel, Laurent Chilet et Hélène Modicom. Bonjour Laurent. Bonjour Hélène, bonjour à toutes et à tous. Bientôt le printemps, et avec la nouvelle saison s'ouvre aussi celle des conseils d'administration, puis celle des assemblées générales. Et comme tous les ans, Laurent, ce seront des temps forts dans la vie des entreprises. Oui, et cette année, les assemblées générales et les conseils d'administration se dérouleront dans un cadre juridique renouvelé, notamment par la loi Attractivité, votée en juin 2024. Peut-on dire que cette année, l'organisation des assemblées générales va véritablement entrer dans le XXIe siècle ? De même, sur le fond, quels seront les thèmes à l'ordre du jour des conseils et assemblées générales 2025 ? Alain Couret, professeur émérite de l'école de droit de la Sorbonne et membre du conseil scientifique de KPMG Avocats, répondra à toutes ces questions et à bien d'autres encore, Hélène, dans le dossier du mois. Avant cela, Laurent, quels sont les titres à la une de l'actualité aujourd'hui ? Aujourd'hui, à la une, 2 titres seulement. Dans l'actualité fiscale, tout d'abord, la loi de finances pour 2025 a été enfin adoptée. Et dans l'actualité extra-financière ensuite, l'Europe a présenté le 26 février le projet de directive Omnibus. Et comme de coutume, nous refermerons ce journal avec nos recommandations de lecture et d'écoute. Ouvrons cette actualité avec l'actualité fiscale. Le projet de loi de finances pour 2025 a été adopté par le Parlement le 6 février et publié le 15 février dernier. Que contient ce texte, Laurent, qui aura nécessité de longs mois de débats et valu la censure du gouvernement Barnier ? Hélène, la loi de finances pour 2025 introduit plusieurs mesures fiscales impactant principalement les grandes entreprises, comme la contribution exceptionnelle à l'impôt sur les sociétés des grandes entreprises ou la taxe sur les réductions de capital consécutives au rachat de leurs propres titres. Nos experts de KPMG Avocats décrypteront ce texte dans une édition des fiscales, diffusée mercredi 5 mars, une émission à écouter dans l'application Radio KPMG ou sur votre plateforme d'écoute habituelle ou sur kpmg.fr. Mais ce qui intéresse au premier chef les entreprises aujourd'hui, en cette période de rapport annuel, ce sont les éventuelles informations à fournir dans les comptes clos au 31 décembre 2024 à propos de cette loi de finances 2025. Tout à fait. Et au sens des normes comptables, la loi de finances 2025 devient, selon l'usage généralement retenu en France, quasi adoptée le 13 février 2025, après sa validation par le Conseil constitutionnel. Pour mémoire, dans le référentiel comptable international ou français, pour l'établissement des comptes clos au 31 décembre 2024, il n'est pas possible de tenir compte de mesures fiscales adoptées ou quasiment adoptées après le 31 décembre 2024. Il convient donc d'appliquer le taux d'IS de 25% ou 25,83% en y ajoutant la contribution sociale à l'impôt sur les sociétés, tant pour la charge d'impôt courant que pour les impôts différés. Par ailleurs, si la date d'arrêté des comptes 2024 intervient après cette date du 13 février, la loi de finances pour 2025 sera traitée comme un événement postérieur à la clôture qui n'ajuste pas les états financiers. Étant précisé que si les modifications introduites par la loi de finances 2025 sont significatives, IAS 10, IAS 12 et le plan comptable général requièrent toutefois de communiquer en annexe les changements introduits et une estimation de leur effet financier attendu ou de préciser qu'une telle estimation ne peut être réalisée. Poursuivons avec l'actualité extra-financière. La Commission européenne a publié le 26 février dernier sa première série de propositions visant à réduire de manière drastique les exigences de publication d'informations de durabilité ainsi que la portée de la directive CS3D sur le devoir de vigilance. À chaud, si je puis dire, Laurent, que peut-on dire de ces propositions que l'on désigne sur le vocable omnibus ? Dans le cas d'Omnibus, Hélène, seules les plus grandes entreprises publieraient les informations en matière de durabilité conformément aux normes européennes de reporting en matière de durabilité et la taxonomie verte. Mais attention, et c'est important de le souligner, ces modifications devront être discutées et approuvées par le Parlement européen et le Conseil de l'Union européenne pour être transposées en droit national et ainsi entrer en vigueur. Et donc, quels sont les principaux changements susceptibles d'être apportés à la CSRD ? On recense tout d'abord une réduction du nombre d'entreprises assujetties avec un reporting obligatoire qui serait limité aux entreprises de l'Union européenne de plus de 1000 employés et soit
celles ayant un chiffre d'affaires supérieur à 50 millions d'euros, soit un total bilan supérieur à 25 millions d'euros. Pour les autres entreprises, un reporting deviendrait optionnel avec application d'une norme volontaire basée sur la norme pour les PME dite VSME. Et enfin, un reporting au titre de la taxonomie volontaire s'appliquerait aux entreprises de plus de 1000 employés et un chiffre d'affaires inférieur à 450 millions d'euros. Le calendrier serait aussi modifié avec un report de 2 ans de l'entrée en application des exigences de reporting pour les entreprises restant dans le scope et qui n'ont pas encore commencé à mettre en œuvre la CSRD. C'est ce que l'on appelle communément les vagues 2 et 3. Et on note enfin une modification des textes normatifs qui consisterait à réviser et simplifier les ESRS pour réduire le volume des publications, clarifier les dispositions jugées peu claires et améliorer la cohérence avec d'autres textes législatifs, mais aussi abandonner les normes sectorielles et supprimer l'intention de passer à une assurance raisonnable. En revanche, le principe de double matérialité est quant à lui maintenu. Il est également important de rappeler à nos auditeurs, encore une fois, que la CSRD et son périmètre original sont toujours en vigueur tant que les mesures proposées par la Commission ne sont pas adoptées. Il est entendu que Radio KPMG va vous informer des changements susceptibles d'être apportés à la CSRD au fil des prochaines semaines et des prochains mois. Mais dès le jeudi 6 mars, donc dans quelques jours, nous diffuserons une édition de Défi Gouvernance qui portera sur les premiers états de durabilité et les potentielles évolutions de la CSRD, une émission au cours de laquelle j'aurai le plaisir d'interviewer Robert Hoffel, président de l'Autorité des normes comptables, et Pierre Planchon, responsable du métier audit de KPMG en France. Un dernier mot, Laurent, dans l'actualité extra-financière à propos de la mention relative aux honoraires de certification des informations en matière de durabilité. Oui, Hélène, l'autorité des normes comptables a adopté le règlement numéro 2025-01 le 7 février 2025 qui modifie d'anciens règlements pour exiger la mention dans l'annexe des comptes du montant des honoraires afférents à la certification des informations en matière de durabilité, en précisant si cette mission de certification est réalisée par le ou les commissaires aux comptes en charge de la certification des comptes ou un ou plusieurs commissaires aux comptes ne certifiant pas les états financiers ou un organisme tiers indépendant. L'ANC a également adopté, le 7 février 2025, la même recommandation concernant la mention d'une information dans l'annexe des comptes consolidés, établie selon les IFRS, lorsque le contrôleur légal de ces informations n'est pas le commissaire aux comptes certifiant les comptes de l'entité. Une précision importante, Laurent, même si ces textes n'ont été publiés qu'en 2025 et que le règlement de l'ANC n'a pas encore été homologué et n'est donc pas d'application obligatoire, la Compagnie nationale des commissaires aux comptes encourage toutefois les sociétés à communiquer ces informations dans leurs comptes dès les exercices clos en 2024. Avant de refermer ce journal, notre traditionnelle revue de presse. Oui, Hélène, je prodiguerai 2 conseils de lecture à nos auditeurs. Tout d'abord, la lettre de la gouvernance qu'ils pourront retrouver sur kpmg.fr et enfin la publication de l'ANC sur les enjeux climatiques qui s'intitule Quel lien entre les états financiers et l'état de durabilité. Merci à vous, Laurent. C'est la fin de ce journal. Je vous retrouve dans un instant avec notre invité. Après l'annonce des résultats des sociétés cotées, va s'ouvrir, comme chaque année, la saison des conseils d'administration, conseils de surveillance, puis autres assemblées générales. En cette fin d'hiver et bientôt printemps 2025, ces réunions se dérouleront dans un contexte mondial et national compliqué, où planent de très fortes incertitudes géopolitiques et où les conditions macroéconomiques sont mitigées. Tout ceci générant complexité et instabilité, à la fois pour les entreprises et leurs organes de gouvernance. Dans ce dossier du mois, nous nous intéresserons donc à la tenue des conseils et des assemblées générales 2025 dans leurs aspects formels. Nous tenterons également d'identifier les principaux thèmes qui seront à l'ordre du jour de ces réunions, piliers de la démocratie actionnariale. Dans cette perspective, j'ai le grand plaisir d'accueillir dans notre studio de Radio KPMG Alain Couret, invité régulier et fidèle de notre micro. Bonjour Alain. Bonjour Hélène, bonjour à toutes et à tous. Alors pour ceux qui ne vous connaissent pas encore, Alain, vous êtes professeur émérite de l'École de droit de la Sorbonne et membre du conseil scientifique de KPMG Avocats. Vous avez également participé à certains groupes de travail du Haut Comité juridique de la place financière de Paris et présidé notamment celui qui portait sur les assemblées générales en 2022.
À l'époque, il s'agissait de réfléchir à la prorogation possible de certaines dispositions prises lors de la pandémie. Alors, ma première question, Alain, peut-on dire que les assemblées générales 2025 sont vraiment entrées ou entreront vraiment dans le 21e siècle cette année, notamment grâce à la loi attractivité votée en juin 2024? Alors, peut-être pas. Bien sûr, les assemblées générales 2025 vont se dérouler dans un cadre juridique qui a été renouvelé par la loi attractivité du mois de juillet 2024, qui a remodelé, mais très partiellement, le régime des assemblées générales. Également, le cadre de fonctionnement du conseil d'administration. 2024 a été également une année riche en débats, des débats qui ont eu trait au fonctionnement des assemblées générales, et on en dira quelques mots. Et puis, bien évidemment, pour les sociétés cotées, on va retrouver en 2025 des thématiques qui sont usuelles depuis quelques années dans les assemblées générales. Alors, avant de parler des thématiques, intéressons-nous tout d'abord à la forme de ces conseils d'administration et assemblées générales qui se tiendront prochainement. Vous l'avez souvent répété à ce micro, Alain Couret, la France était en retard en matière d'assemblée générale hybride. Je rappelle à nos auditeurs que ces assemblées générales hybrides donnent la possibilité aux actionnaires de voter à distance et en direct. Il semble que notre pays a accéléré tout de même dans ce domaine avec la loi attractivité de juin 2024. Effectivement, il y a une certaine accélération, hein. Désormais, il n'est plus nécessaire d'avoir une autorisation statutaire pour permettre la participation à distance des actionnaires, quelle que soit l'assemblée. Et les trois assemblées d'actionnaires, qu'elles soient ordinaires, extraordinaires, qu'elles soient une assemblée spéciale, peuvent se tenir aujourd'hui par un moyen de télécommunication permettant l'identification des actionnaires. Ceci étant, l'assemblée totalement dématérialisée reste interdite pour les sociétés cotées. Et d'autre part, la société n'a pas l'obligation de mettre en œuvre les moyens appropriés de télécommunication. Un actionnaire ne peut pas exiger de pouvoir participer à l'assemblée générale par un moyen de télécommunication. Autre point qui est un point important dans la loi attractivité, les actionnaires, mais ça ce n'est pas nouveau, ont la possibilité de demander l'inscription à l'ordre du jour de points qui n'y figuraient pas. Jusqu'à une époque récente, le conseil d'administration pouvait refuser l'inscription et l'actionnaire qui se voyait refuser cette inscription pouvait, le cas échéant, saisir un juge, le juge des référés, qui, dans le cadre d'une procédure d'urgence, pouvait exiger ensuite l'inscription. Ceci étant, le système était un système qui était problématique parce que le référé suppose qu'il n'y ait pas de contestation sérieuse. Ça veut dire que dès lors que la société plaidait le fait qu'en réalité c'était un problème complexe, la procédure était inefficace. Avec la loi attractivité, il est prévu que désormais pourra être diligentée une procédure au fond, c'est-à-dire une procédure permettant d'examiner vraiment le fond du débat et dans un cadre de relative célérité, procédure dite accélérée au fond. Alors, il faut quand même savoir que nous avons eu des campagnes activistes importantes en 2024, qu'aujourd'hui on voit se développer ce type de campagne, sans pour autant d'ailleurs qu'il y ait eu véritablement beaucoup de demandes d'inscription à l'ordre du jour qui aient été satisfaites. En 2024, ce n'est que pour l'Assemblée d'Orange qu'a été acceptée une demande d'inscription d'un projet de résolution, demande formulée par des actionnaires minoritaires. Alors, si on reste toujours sur la forme de ces assemblées, les sociétés anonymes cotées ont également maintenant l'obligation de retransmettre leurs assemblées, Alain. Oui, alors, ce sont au fond des souvenirs de l'époque de la Covid. Pendant le temps de la Covid, il avait été décidé que pour les sociétés cotées, il y aurait obligation de retransmission et en direct et en différé des assemblées générales. Alors, la règle est reprise, l'enregistrement audiovisuel doit être fixé sur un support numérique qui sera conservé par la société, qui est consultable au plus tard 7 jours ouvrés après la date de l'assemblée et pendant au moins 2 ans à compter de sa mise en ligne. Alors ceci ne vaut quand même que pour des sociétés cotées sur un marché réglementé, dont le domaine d'application reste quand même relativement restreint. Et puis, en parallèle des assemblées générales, de nouvelles règles de forme s'appliquent aussi au conseil d'administration depuis cette même loi attractivité.
Oui, et par exemple, la participation aux distances au conseil d'administration ou de surveillance est aujourd'hui possible sans qu'il y ait au préalable une autorisation des statuts. À la limite, les statuts pourraient s'y opposer si la société n'est pas cotée en bourse. Mais si la société est cotée, même les statuts ne peuvent plus s'y opposer. D'autre part, les statuts peuvent autoriser la consultation écrite, y compris par voie électronique, pour toute décision et pas seulement pour des décisions mineures. Même les décisions portant sur les comptes peuvent faire l'objet d'une consultation écrite. Possibilité également de vote par correspondance, et y compris par vote électronique, ce qui est assez curieux d'ailleurs comme méthode. Alors tout ceci est intéressant, mais pose quand même une question, c'est qu'aujourd'hui, les proxys plaident évidemment pour une très forte assiduité, et les codes de gouvernance requièrent cette assiduité. Comment pourra-t-on concilier à la fois l'exigence d'assiduité des administrateurs et la possibilité de voter par voie électronique dans le cadre de vote à distance, dans le cadre de consultation écrite ou dans le cadre de vote par correspondance? Et puis, il y a également la transposition de la directive VOB par une ordonnance du 15 octobre 2024 qui oblige l'intégration de représentants des salariés et d'actionnaires salariés dans les quotas de genre au sein des conseils. Je pense qu'il faut y penser dès cette année, mais l'application réelle du texte est un petit peu différée, hein. Il faut ici rappeler que la directive WOB, pour prendre cette formule qui est aujourd'hui banale, impose aux grandes entreprises cotées, employant plus de 250 salariés et réalisant un chiffre d'affaires de 50 millions d'euros ou disposant d'un total de bilan de 43 millions d'euros, de respecter des quotas de représentation des femmes et des hommes dans leur conseil d'administration. Les entreprises doivent se conformer à l'un des objectifs suivants, mais d'ici au 30 juin 2026, au moins 40% des postes d'administrateurs non exécutifs occupés par des membres du sexe sous-représenté, ou au moins 33% de l'ensemble des postes d'administrateurs exécutifs et non exécutifs occupés par le sexe sous-représenté. Alors tout ça, il faut quand même avoir en tête le fait que nous avons un droit positif en France qui requiert déjà l'essentiel avant même que la directive européenne ait à s'appliquer, ce qui veut dire que l'application de la directive aura relativement peu d'influence, mais à partir du 30 juin 2026, il faudra songer à ces exigences de mixité s'agissant essentiellement d'administrateurs salariés ou d'administrateurs qui rentrent dans un cadre qui, jusqu'à ce jour, échappait partiellement à cette obligation de mixité. Donc ça milite de toute façon pour la mixité au sein des organes de gouvernance. Oui, là, on a simplifié un petit peu en parlant d'administrateurs uniquement, mais ça vaut également pour d'autres organes, hein. Ça ne vaut pas que pour les administrateurs, les membres du conseil de surveillance et peut-être aussi les organes dans certaines SAS. Après la forme, venons-en maintenant au fond de ces réunions 2025. À la fois de la jurisprudence, mais aussi de réflexion de place, ont émergé 3 sujets en matière de tenue des prochaines assemblées. Le premier sujet, la première question, on va dire, peut-on distribuer des réserves? Peut-on distribuer le report à nouveau ou des primes entre 2 AG ordinaires annuels? Étant précisé que cette question intéresse au premier chef à la fois les administrateurs, mais aussi les commissaires aux comptes, au regard du risque de distribution de dividendes fictifs, Alain. Oui, et si je voulais dramatiser d'emblée le débat, mais vous allez voir, je vais essayer quand même de corriger le tir après. Si on applique l'infraction de dividendes fictifs, ça peut être 5 ans de prison et une amende de 375 000 euros pour les dirigeants de société. Alors, d'où vient le problème? D'où vient que l'on se soit interrogé de cette manière sur un sujet qui, jusqu'à maintenant, n'avait jamais interpellé qui que ce soit ou pratiquement? Le 23 septembre 2022, le tribunal de commerce de Paris, dans le cadre d'une décision, affirme qu'il ne peut pas être distribué de réserve, de report à nouveau, entre 2 assemblées générales ordinaires annuelles. La décision, évidemment, c'est un pavé dans la mare, elle surprend tout le monde, parce que cela veut dire que si on ne peut pas le faire, cela peut dire aussi que si l'on joue à ce type de distribution, on fera des distributions de dividendes fictifs avec les sanctions que j'ai évoquées il y a un instant. Et donc, à partir de cette date du 23 septembre, les plus prudents ne font plus et les moins prudents le font tout en se demandant ce qui pourrait se passer. Et évidemment, la décision a été frappée d'appel et tout le monde attendait l'arrêt d'appel. L'arrêt d'appel intervient le 30 janvier 2025.
Et là, revirement profond, la Cour d'appel de Paris nous dit le 30 janvier que le report à nouveau et les réserves peuvent être parfaitement distribués entre deux assemblées générales annuelles ordinaires et dont par conséquent tout le monde respire. Manifestement, le vent du boulet est passé. À cela près que ce qu'on n'avait pas vu, c'est que parallèlement à cette instance, dans laquelle il n'y aura pas pourvoi en cassation parce que malheureusement le défendeur est mort, il y avait un autre procès que personne n'avait aperçu, un arrêt de la Cour d'appel d'Aix dans un sujet voisin, et la Cour de cassation, le 12 février 2025, donc il y a quelques jours, rend un arrêt dans lequel elle nous dit que la distribution du report à nouveau entre deux assemblées générales ordinaires annuelles conduit à une distribution de dividendes fictifs, en fait. Et donc, on repart sur la décision du jugement du tribunal de commerce de 2022. Par contre, la Cour de cassation ne parle pas de réserve. Et donc, on en conclut plus ou moins que distribuer des réserves entre deux assemblées générales ordinaires annuelles ne pose probablement pas de problème. Mais personne n'en est véritablement sûr. Alors, c'est quand même une question qui a beaucoup agité la pratique, parce que les dangers, je l'ai évoqué il y a un instant, sont quand même considérables. Est-ce qu'il faut considérer que la décision de la Cour de cassation crée un risque majeur? En d'autres termes, si l'on est logique, on peut considérer que tous ceux qui ont distribué du report à nouveau dans les 5 ans qui ont précédé l'arrêt de cassation, puisque c'est le délai de prescription en matière pénale, c'est un délit, dividende fictif. Est-ce que ces dirigeants qui ont décidé la distribution pourraient encourir une répression du chef de la distribution de dividendes fictifs? Et est-ce que ceux qui les ont reçus pourraient se voir condamnés à les restituer? Bon, je pense qu'il ne faut rien exagérer en ce domaine pour qu'il y ait obligation de restituer, pour qu'il y ait sanction pénale. Encore faut-il qu'il y ait eu conscience de la méconnaissance d'une règle. Or, en réalité, si règle il y avait, c'était une décision d'un des 130 et quelques tribunaux de commerce de France qui avait pris une décision originale et on pouvait se demander si véritablement règle il y avait. Donc je pense qu'aujourd'hui, le risque de voir des poursuites à la suite de l'arrêt de cassation, ces risques me paraissent quand même très hypothétiques. Alors peut-être une question liée à ce sujet, Alain. Quelles sont les conséquences pratiques que peuvent en tirer les entreprises de ces différents jugements pour se protéger le plus possible? Alors, je pense qu'il y a une règle qui est nette, indiscutable. Le report à nouveau ne peut pas être distribué entre deux assemblées générales ordinaires annuelles. Ça, c'est évident. La Cour de cassation le dit de manière radicale. Donc, en pratique, si l'on veut distribuer du report à nouveau, on le met en réserve, on le fait passer en réserve, et après, on distribue les réserves. Est-ce que distribuer des réserves aujourd'hui entre deux AGO annuels présente un risque? Apparemment pas. Il semble bien, et les commentateurs semblent dire que le risque est quand même écarté. Mais de certitude absolue, nous n'avons pas. Rien ne nous dit que demain, un autre arrêt de la Cour de cassation n'ira pas plus loin sur le chapitre. Reste la question des primes, primes d'émission, primes de fusion ou autres. Est-ce que cette distribution de primes, elle, pose un problème? Alors, si l'on veut discuter beaucoup, la Cour de cassation, il y a quelques années, dans un moment que certains qualifieront d'égarement, avait assimilé les primes à du dividende. Je ne crois pas que ce soit le cas. Manifestement, un certain consensus s'est fait sur l'idée que les primes participent d'un régime qui est tout à fait spécifique et dont la distribution de primes ne semble pas présenter de risque majeur. Enfin, là encore, je le rappelle, nous sommes dans des zones qui sont devenues des zones où la certitude n'est plus véritablement présente. Alors qu'antérieurement, on ne se posait pas la question. La CNCC avait dit on peut distribuer, l'ANSA le disait, enfin, il y avait un certain consensus qui n'est plus là aujourd'hui. Je veux dire qu'une partie de la doctrine s'interroge, voilà. C'est bien noté. Une autre question ressort des rapports de place. On est toujours en lien, bien sûr, avec l'ordre du jour de nos assemblées générales futures de cette année 2025. Une entreprise peut-elle retirer un projet de résolution inscrit à l'ordre du jour de l'Assemblée? Là encore, c'est une affaire qui est assez curieuse. Je ne dis pas qu'il vient de nulle part, on sait d'où elle vient. Le problème vient de l'AMF, en réalité. En 2023, une société du CAC 40 a procédé à un retrait d'un projet de résolution et à l'heure où l'Assemblée a commencé, le projet qui figurait dans l'ordre du jour n'y figure plus.
on le retire, sans trop donner d'explication d'ailleurs. L'AMF proteste contre cette situation et dans son rapport de gouvernance indique clairement que ce choix lui paraît éminemment discutable. Alors, le débat va continuer devant l'ANSA. À l'ANSA, la question est posée et l'ANSA conclut qu'en réalité, retirer un projet de résolution ne pose pas de problème majeur, ce qui est normal puisque dans le vade-mecum de l'ANSA, il était indiqué que cela pouvait se faire. Et donc, l'ANSA aurait été en mauvaise position si elle s'était désavouée. L'AMF ne s'en tient pas pour autant à cela et l'AMF décide de poser la question au Haut Comité juridique de la place financière de Paris et l'AMF, avec beaucoup de motifs d'ailleurs, elle remet un document de 4 ou 5 pages dans lequel elle requiert l'opinion de ce Haut Comité. Et alors, je vais ne pas être long sur le sujet, mais quand même, le Haut Comité va rendre un rapport très motivé, qui est très bien fait, avec première surprise, le Haut Comité nous dit que les 30 et quelques membres qui étaient l'élite en ce domaine, les 30 n'ont pas réussi à se mettre d'accord sur un principe. Peut-on ou ne peut-on pas retirer? Apparemment, le groupe est divisé et le comité en conclut qu'il ne peut pas conclure à la licéité ou l'illicéité. C'est quand même un premier point. Deuxième recommandation qu'il nous fait, il dit manifestement que ce n'est pas idéal de procéder à des retraits de ce type et donc par conséquent, il vaudra mieux quand même donner quelques explications, sachant très bien que l'explication qui n'est pas acceptable selon le comité, c'est celle qui consisterait à dire nous retirons le projet de résolution parce que nous avons les votes quand même par correspondance qui nous indiquent que cette résolution ne passera pas. Et le comité nous dit ça, ce n'est pas acceptable. Or, il faut être réaliste. En pratique, si demain je retire de l'ordre du jour un projet de résolution, c'est parce qu'ayant consulté les votes par correspondance, je sais que ça ne passera pas et que je ne veux pas évidemment agrandir une tâche. Et puis, le comité nous dit, et maintenant posons-nous une question qui est peut-être la question essentielle, quelle serait la sanction possible et imaginable si jamais je retirais cette résolution et que demain un actionnaire me poursuive à ce niveau-là? Et quand on regarde les textes, on se rend compte qu'en fait les textes sanctionnent surtout des résolutions. Or là, par définition, il n'y a pas de résolution, il n'y a rien. Donc, sur quel fondement pourrait-on sanctionner? Pratiquement, on n'en trouve pas, ce qui fait qu'à la fin des fins, on a eu un débat assez considérable, mais pour arriver sur ce constat qu'on ne sait pas comment on pourrait sanctionner. Pour qu'il y ait action en responsabilité, il faudrait qu'un actionnaire puisse se prévaloir d'un préjudice qui serait différent de celui que la société aurait pu encourir. Or, quel préjudice une société pourrait encourir par le fait qu'un projet de résolution ne serait pas débattu? Vous le voyez, le débat, tout ça, ça nous ramène en grande partie à un débat sur la comète. Autre question qui agite la place actuellement, risque-t-on de voir annuler une assemblée générale alors même que l'irrégularité reprochée a été sans incidence sur le vote final d'une résolution? Ça, c'est une question qui est agitée déjà depuis quelques années, mais qui maintenant va trouver des réponses beaucoup plus solides. En fait, il y a deux manières d'appréhender le problème de la nullité en matière d'assemblée générale, où je souhaite protéger pleinement les minoritaires, et je m'en vais être amené à dire que dès l'instant où les droits d'un minoritaire ont été méconnus, la sanction doit être la nullité de l'assemblée générale. Ou bien, deuxième vision du problème, qui consiste à dire, pour moi, le problème est de savoir quelle incidence cette atteinte au droit du minoritaire peut avoir eu sur le vote final. Est-ce que ce minoritaire détient des droits d'une telle ampleur que, s'il avait pu voter, l'issue du débat aurait été différente? Pendant longtemps, on a considéré que, dès l'instant où les droits d'un minoritaire étaient atteints, la nécessité de le protéger passait par la nullité possible de l'Assemblée générale. Depuis quelques années, la jurisprudence, et surtout à une époque très récente, la jurisprudence préfère dire « regardons d'abord quelle est l'incidence réelle de l'irrégularité. Est-ce que cette irrégularité a affecté la décision finale ou bien n'a-t-elle été sans incidence ?» C'est ce qu'on appelle la théorie du vote utile. Est-ce que le processus décisionnel a été affecté ou bien il ne l'a-t-il pas été? Et depuis maintenant 3 ou 4 ans, nous avons des arrêts, et le dernier arrêt était en 2024, qui nous dit que dès lors que le processus décisionnel n'a pas été véritablement affecté, il n'y a peut-être pas lieu d'en tirer comme conséquence la nullité. Nous allons avoir
d'ici le 12 mars, puisque le gouvernement a été habilité à prendre un texte en ce domaine par la loi attractivité, et la limite pour le prendre, c'est le 12 mars. Nous allons avoir une ordonnance sur les nullités qui va sans doute passer dans un tout prochain Conseil des ministres et qui prendra position sur cette question, savoir si véritablement on reprend la jurisprudence qui consiste à ne prononcer la nullité que si véritablement la méconnaissance des droits a une incidence sur le résultat final de l'Assemblée. Voilà, mais pour l'instant, je ne sais pas quel est le contenu exact de cette ordonnance à venir. Au-delà de cette jurisprudence, au-delà des questions de place, Alain Couret, à votre avis, quels sont les thèmes qui devraient, animer, je ne voudrais pas dire agiter, mais disons animer les assemblées générales et sociétés cotées cette année au printemps 2025? Alors, on va parler des thèmes prévisibles parce que, comme toujours, on a quelques surprises quand on regarde après ex post, quand on regarde ce qui s'est passé en assemblée générale, on a quelquefois des comportements qui n'étaient pas véritablement attendus. Mais ce qui est inexorable, c'est par exemple un premier thème à l'assemblée générale ordinaire, qui est le thème de la responsabilité sociale et surtout dans sa déclinaison durabilité, puisque c'est véritablement cette année l'an 1 de la directive CSRD sur le reporting extra-financier. Alors, je rappelle ici quand même le critère qui fait que certaines sociétés vont voir une discussion sur ce débat en 2025. Il s'agit donc des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2024 par des sociétés cotées qui sont soit des grandes entreprises dépassant un des deux seuils de 25 millions d'euros de total de bilan et 50 millions d'euros de chiffre d'affaires, soit des sociétés consolidantes d'un grand groupe dépassant deux des trois seuils suivants, 30 millions d'euros de total de bilan, 60 millions d'euros de chiffre d'affaires et qui, en outre, ont employé au cours de l'exercice un nombre moyen de salariés de 500. Alors, est-ce que les annonces qui ont été faites par la Commission européenne il y a 2 jours modifient la règle du jeu? Non, pas exactement, puisqu'il n'y aura pas de caractère rétroactif eu égard à cette catégorie de sociétés. Ce qui a été préparé pour 2025 va être discuté en 2025. Par contre, c'est surtout les assemblées de 2026 et 2027 qui verront, de ce point de vue, leur ordre du jour un petit peu modifié. Si je veux reprendre la formule assez heureuse qu'a utilisée la SFAF, la Société française des analystes financiers, ce projet omnibus, puis c'est ainsi qu'a été qualifiée la gerbe de décision annoncée il y a 2 jours, cet omnibus de la Commission européenne semble prendre la signification de sa déclinaison ferroviaire. Il s'agit surtout d'être au ralenti en matière d'ESG. On le voit bien, il s'agit de reporter, de renvoyer à plus tard, pour l'essentiel, l'application, sachant quand même que si on a bien compris, un très large pourcentage de sociétés qui jusqu'à maintenant y étaient soumises risquent de n'y être soumises que beaucoup plus tard. Mais là encore, il est question de projet, nous n'avons pas les textes définitifs. Autre sujet qui va aussi animer les assemblées générales 2025, Alain, c'est la stratégie climatique. Oui, parce que malgré les exigences en matière de durabilité, les sociétés gardent le droit, si bon leur semble, d'appliquer le code AFEP-MEDEF qui recommande de présenter à l'Assemblée générale, au moins tous les 3 ans, une résolution climatique. Alors, l'an passé, en 2024, nous avons eu un certain nombre, pas très, très grand nombre, mais quelques discussions en ce domaine. Et il est probable qu'en 2025, certaines sociétés souhaiteront, là encore, faire application du code AFEP-MEDEF. Dans les thèmes 2025, on va retrouver, j'ai envie de dire inexorablement, la question des rémunérations. Et oui, parce que en 2024, quand on regarde un petit peu l'adoption des résolutions, on se rend compte qu'elles sont adoptées pour l'essentiel. Il y a très peu d'accidents en matière de rémunération. Mais ce qu'on constate aussi, c'est qu'elles sont mal adoptées. Elles sont mal adoptées en ce sens que les scores sont toujours des scores assez piteux par rapport à ce que l'on connaissait autrefois. Elles sont souvent adoptées à moins de 80%. 53% des résolutions l'ont été à moins de 80%, ce qui prouve qu'il y avait un certain malaise. Et l'AMF, dans son rapport de gouvernance, a appelé justement à prendre
en compte ces situations, l'AMF n'a pas osé dire ce que le droit anglais dit assez bien, c'est-à-dire que lorsque on est en dessous de 80%, la logique serait de relancer le débat et d'essayer de reprendre la question à une prochaine assemblée. C'est la règle qui s'applique, que le code de gouvernance anglais fait mettre en œuvre, hein. À moins de 80%, il faut rediscuter, il faut revenir sur le sujet. En droit français, le code AFEP-MEDEF n'a pas retenu ce principe, mais implicitement, l'AMF dit, lorsqu'on est à des scores aussi faibles, il faut le prendre en considération et implicitement, il faut revenir sur ces sujets plus tard. Il est probable qu'en 2025, cette propension des actionnaires à être moins promptes à voter les décisions sur la rémunération trouvera aussi de la vigueur, je pense. Sera également à l'ordre du jour cette année le renouvellement des dirigeants et des administrateurs, avec son lot de changements dans la gouvernance des grandes entreprises. Oui, alors là, les chiffres sont assez parlants, hein. 30% des mandats d'administrateurs du CAC 40 arrivent à échéance en 2025, c'est-à-dire 143 sur 473, et en dehors du CAC 40, 28%. Il faut noter également qu'on a eu un certain nombre de démissions d'administrateurs indépendants. Selon les chiffrages, entre 8 et 14, ça fait quand même beaucoup. Mais ce qui est assez normal, dans son rapport pour 2024, l'AMF avait rappelé que beaucoup d'administrateurs dits indépendants ne l'étaient plus au regard des critères du code AFEP-MEDEF et l'AMF appelait justement à faire preuve en ce domaine d'un peu plus de discipline. Donc, vraisemblablement, on devrait avoir une lecture peut-être plus exigeante au niveau de ces renouvellements de mandats. Peut-être également une autre question va être la question de la féminisation. Là encore, nous ne sommes pas en retard. Globalement, la France, les chiffres français sont parmi les meilleurs qui soient dans l'OCDE. Il n'en demeure pas moins que les progrès de la féminisation restent quand même relativement lents et il sera intéressant de voir justement à l'heure de ces renouvellements, si véritablement on constate une accélération ou si on ne la constate pas. Autre élément qui risque d'interférer avec l'ordre du jour des assemblées générales de 2025, c'est ce qu'on pourrait qualifier de nouvel ordre mondial au niveau géopolitique, notamment, bien évidemment, je pense là à la réélection de Donald Trump. Qu'en pensez-vous, Alain? Je crois qu'il est assez difficile, enfin, bien souvent en assemblée générale, il faut quand même bien voir que tout ça se ramène à des questions qui sont posées et les questions qui sont posées en assemblée générale sont rarement des questions qui tombent de manière hasardeuse. Les assemblées sont bien organisées, la parole est distribuée avec une certaine méthode et je ne suis pas sûr que véritablement, à l'heure des grands choix, on assiste véritablement à des révolutions. Mais je pense quand même que, indépendamment de ces grands mouvements qui, à terme, auront une incidence inévitable, nous devrions avoir des discussions éventuellement sur les nouvelles technologies. L'intelligence artificielle, les cyber risques, hein, je crois incontestablement, mais là, nous sommes quand même un peu mal placés parce que la directive NIS 2 sur la gestion du risque cyber, qui devrait imposer aux organes de gouvernance d'approuver la politique et le suivi de la gestion des risques en ce domaine, n'a toujours pas été transposée en droit français. Sauf erreur de ma part, elle était encore en février au Sénat. Et donc, la traduction pratique, évidemment, me paraît hypothétique dans la mesure où nous n'avons pas véritablement de texte fondateur ici. Et puis un sujet dont nous n'avons pas encore parlé, mais qui est une des conséquences de la loi attractivité, c'est la possibilité en assemblée générale, extraordinaire d'émettre des actions de préférence. Oui, alors je crois que là aussi, il faut dissiper quand même des doutes et des confusions. Là, on passe à ce qui peut se faire en assemblée générale extraordinaire, puisqu'il s'agit de modifier les statuts. Attention, l'action de préférence assortie de droits de vote multiples, ce n'est pas un produit de droit commun que chacun peut décider d'introduire dans ses statuts le jour où il considère qu'il veut reconquérir la maîtrise de son actionnariat. C'est un produit très spécifique qui ne peut être utilisé que c'est un one shot en fait. À l'heure où je m'introduis sur un marché réglementé, je peux prendre la décision, marché réglementé ou un marché coté, mais qui n'est pas véritablement réglementé, je peux procéder à l'émission d'actions de ce type
mais dans cette perspective d'introduction sur le marché boursier. En dehors de cette situation, je ne peux pas le faire. Et ce droit de vote, je ne pourrais le faire jouer que pendant 10 ans, sauf prolongation ensuite exceptionnelle pendant 5 ans. Donc, c'est quand même une situation tout à fait exceptionnelle, mais qui doit intéresser des ETI qui, jusqu'à maintenant, hésitaient peut-être à se faire coter et qui, grâce à ce produit, ont la possibilité d'arriver en sécurité, en quelque sorte, sur ce marché, puisqu'elles pourront s'introduire sur le marché tout en gardant la maîtrise de leur capital. Autre élément, je crois, qui peut être intéressant, mais dont il faut parler avec prudence, la loi attractivité a souhaité libérer les sociétés d'un certain nombre de contraintes en facilitant les augmentations de capital sans droit préférentiel de souscription. On sait que ces augmentations de capital sont très encadrées juridiquement, avec des possibilités qui sont accordées, mais qui sont limitées quant au montant qui peut être émis, quant au prix d'émission. Et je voudrais pas rentrer dans ces questions qui sont beaucoup trop techniques, mais trop de facilité peut-être peut poser quelques problèmes. Et les textes sont très libéraux, sont très généreux, mais on se rend compte que l'AMF sera peut-être beaucoup plus réticente, que les proxys sont quelquefois vent debout contre ce genre d'attitude. Et donc, notamment tout ce qui est émission sans droit préférentiel de souscription, globalement, n'est pas apprécié par les proxys. Donc, attention, nous avons des facilités nouvelles, mais les praticiens ont quelques doutes sur la possibilité de les faire jouer pleinement. Restons donc prudents dans ce domaine. Alors justement, là, vous parlez des proxys et avant de conclure, Alain, je souhaite aborder avec vous la question des politiques de vote préconisées par ces fameux proxys. Comment voyez-vous les choses en 2025? Globalement, je crois quand on regarde un petit peu leur politique de vote, puisqu'elle est affichée en général, nos proxys, enfin les 3 grands acteurs sur le marché, enfin les 2 grands acteurs et un plus petit. Le plus petit étant Proxinvest, qui est l'acteur français, qui est d'ailleurs aujourd'hui détenu par Glass Lewis, qui est un géant mondial, mais les deux ont une certaine autonomie, dont Proxinvest n'est pas forcément le vassal de Glass Lewis. On se rend compte que globalement, dans leur attitude, il n'y a pas de révolution, il n'y a pas, par exemple, d'hostilité de principe aux actions de droit de vote multiples, ce qui d'ailleurs est intéressant parce que ce type même d'action est de nature à irriter quand même un certain nombre d'acteurs. Or, on se rend compte que là, on ne note pas d'hostilité vraiment de principe. On n'a pas noté non plus d'hostilité très marquée à l'égard des opérations de scission. Et il y a sur le marché actuellement, que ce soit le groupe Bolloré ou on a d'autres situations où on voit des attitudes qui auraient pu entraîner des réactions de leur part. Il semble également que les proxys, à l'égard de l'unité de responsabilité qui se traduit par la fonction de président-directeur général, les proxys soient peut-être moins violents qu'ils ne l'ont été, même si, globalement, les proxys sont favorables à la dissociation des fonctions de président et de directeur général. Intéressant, je l'évoquais déjà tout à l'heure, de voir que Proxinvest, par exemple, souhaite une assiduité très réelle des administrateurs. Je crois que les proxys sont beaucoup moins tolérants que par le passé à l'égard d'attitudes de la part des membres des conseils d'administration trop distanciés à l'égard de la présence bien réelle et physique. Même si, on l'a dit tout à l'heure, la loi attractivité d'une certaine manière favorise des comportements de distanciation. Voilà, je crois, me semble-t-il, en gros ce que l'on peut lire, mais il n'y a pas de révolution dans le comportement des proxys. Alors, nous arrivons au terme de cet entretien. En conclusion et en quelques mots, Alain, comment imaginez-vous le déroulement, des assemblées générales à l'avenir? Même si je sais que l'exercice de prévision est souvent, difficile et qui peut s'avérer, même, impossible. Je crois que, d'abord, il y a des évidences de l'histoire. Il est évident que les assemblées hybrides
des assemblées qui auront lieu réellement, physiquement et en même temps à laquelle participera une forte population d'actionnaires à distance, ces assemblées hybrides vont se créer et vont nécessairement se multiplier, même si le début est très lent. Pour l'instant, nous n'avons pas vu en 2024 et en 2025, il faut attendre les premières convocations puisque désormais, dans le système qui est mis en place par la loi Attractivité, l'autorité qui convoque, c'est-à-dire le conseil d'administration, doit indiquer comment se tiendra l'assemblée. Donc, on va voir avec les convocations qui vont se succéder si véritablement les assemblées hybrides en 2025 trouvent leur place ou pas. Mais si ce n'est pas le cas en 2025, je pense qu'à un horizon qui n'est pas si loin de nous, on devrait voir se multiplier ce type d'assemblée qui, techniquement, ne pose pas de réels problèmes, qui pose davantage de problèmes pour les dirigeants parce que la situation actuelle qui consiste à pouvoir observer les résultats avant que l'Assemblée commence, grâce au vote par correspondance, cette situation est très favorable et très confortable pour les dirigeants des grandes sociétés. Et donc, on comprend très bien qu'il y ait quelques volontés de ne pas accélérer l'histoire. Alors, à un horizon plus lointain maintenant, la question qu'on peut se poser si on regarde l'exemple américain ou l'exemple canadien, c'est de savoir ce qui est juridiquement impossible aujourd'hui. Est-ce qu'à un horizon plus éloigné, nous ne risquons pas d'avoir des assemblées générales qui seront totalement dématérialisées, même pour les cotés ? Et aux États-Unis, au Canada, vous constatez que des géants mondiaux ont leur assemblée générale qui est totalement dématérialisée. Mais ce qui peut vouloir dire aussi, et c'est peut-être ma dernière interrogation, celle-là, est-ce que ça ne veut pas dire aussi que l'idée même d'Assemblée générale, dans ce contexte, connaît un certain déclin? Le jour où on en vient à dire que l'Assemblée générale peut se tenir sans aucune présence physique, de manière totalement abstraite en quelque sorte, est-ce que ça ne veut pas dire aussi que l'Assemblée générale n'est plus un moment fondateur dans la vie des sociétés? Est-ce qu'elle n'est pas devenue quelque chose de secondaire? Je pense que la France est un pays dans lequel le milieu actionnarial est très attaché aux assemblées générales. Et les assemblées générales disposent d'un pouvoir chez nous que n'ont pas les assemblées nord-américaines ou les assemblées canadiennes. Ce qui veut dire aussi que nous aurons beaucoup plus de mal, me semble-t-il, à aller vers la situation qui semble aujourd'hui assez bien connue aux États-Unis, parce que peut-être nous n'avons pas exactement la même vision de ce qu'est une assemblée générale et des pouvoirs qui sont les siens. Voilà, me semble-t-il, Hélène, un petit peu comment je vois l'avenir en cette matière. Eh bien, écoutez, Alain Couret, un grand merci à vous pour vos analyses toujours éclairantes et toujours très utiles à nos auditeurs. Pour aller plus loin sur tous ces sujets d'assemblée générale, de conseil d'administration, sur tous ces sujets juridiques au sens large, vous pouvez également suivre les actualités juridiques sur la page LinkedIn de KPMG Avocat ou aller sur le site internet de KPMG Avocat. Vous pouvez aussi écouter Défi Gouvernance, une émission de Radio KPMG disponible dans notre application. Cette émission est maintenant terminée. Merci beaucoup pour votre attention. À bientôt sur nos ondes. Les matinales de KPMG.